récapitule ce qu'on a fait hier. J'ai fait l'examen clinique et comme tout examen clinique, vous avez toujours l'interrogatoire et l'examen clinique proprement dit. Dans l'interrogatoire, vous avez l'antécédent personnel et familiaux. Donc ça a été vu avec le professeur Benadès. Hier, ce qu'on a vu ensemble, c'était les signes fonctionnels et vous avez 3 types de signes fonctionnels. Vous avez les troubles de la miction. Donc tous les troubles, ce que je vous demande surtout de retenir, il y a un ou deux qui sont très importants, c'est surtout la première priorité. Et ensuite, on a vu les troubles de la diurèse. Donc d'abord, on a vu qu'est-ce qu'une diurèse normale. Quelles sont les diurèses qui sont pathologiques. Donc normal chez l'homme, c'est combien? Voilà, elle est très riche, chez la femme, c'est très bien. Pathologique, on parle de polyurie à partir de quel taux? Voilà, 2,5 litres, très bien. Donc, on peut avoir une polyurie avec toutes les autres désuries qui peuvent être ressenties. Soit, non, pas trop. L'aspect, ça se vous voyez à l'œil nu. Hein, donc, la polyurie. Soit une oligurie. 500 cc. C'est défini à partir de 500 oligurie, c'est 500. Et l'anurie, c'est 500 cc. 500, je trouve ça. Polyurie, donc 2,5 litres. Oligurie, 500. Et anurie, c'est 100, bien absence totale d'urine. Ensuite, après les troubles de la miction, nous avons les douleurs. Donc, ça fait partie des signes fonctionnels. Et dans la douleur, nous avons des deux types de douleurs. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est surtout la colite néphritique, avec toutes ses caractéristiques. Et ensuite, c'est fait l'examen clinique. Dans l'examen clinique, toujours les différentes phases de l'examen, l'inspection, la palpation, la perfusion, l'auscultation. Donc, on a vu surtout à la palpation comment rechercher un compact lombaire et quels sont justement, quel est l'intérêt de le rechercher. Ensuite, nous avons vu la perfusion des compacts lombaires. Je vous demande vraiment de bien retenir le compact lombaire. Ensuite, la perfusion. Donc, la perfusion, donc, on recherche, voilà, on essaie de rechercher une douleur à la perfusion. Donc, ce qu'on appelle l'angioedème positif. Donc, souvent évoquer, enfin surtout évoquer une pyélonéphrite aiguë, ce qu'on appelle une pyélonéphrite aiguë. Et enfin l'auscultation à la recherche on ausculte les trajets des artères rénales à la recherche des osténoses, voilà, qui témoignent d'une sténose d'une des artères rénales. Et enfin, on arrive bien sûr à la fin de l'examen clinique, on a toujours une idée, bien sûr, à travers tout ça. Donc on peut suspecter, donc on a un ou deux, plusieurs diagnostics en vue. Il nous faut des examens complémentaires pour confirmer ou infirmer tel ou tel diagnostic. Dans les examens complémentaires, là aussi, vous avez 3 types d'examens complémentaires. Vous avez les examens biologiques, vous avez les examens morphologiques, c'est-à-dire radiologiques, et enfin les examens anatomopathologiques, histologiques. Nous allons commencer par les examens biologiques. Dans les examens biologiques, donc c'est des dosages qu'on va faire au niveau des urines et au niveau du sang. Donc, la biologie, c'est au niveau des urines et au niveau du sang. Nous allons commencer par les examens des urines. Là, également, vous en avez 3. Chimie des urines, sédiments urinaires et l'examen cytobactériologique des urines. Nous allons commencer par le plus simple. C'est la chimie des urines, voilà, qu'on peut réaliser au lit du malade. Donc, c'est un examen simple et vous avez instantanément les résultats. Qu'est-ce qu'on recherche au niveau de la chimie des urines? On recherche les protéines, la présence de protéines. Normalement, voilà, il n'y a pas de protéines, même si elles sont en quantité très infime. Et à la chimie, c'est-à-dire à la chimie par cet examen, on ne devrait pas les détecter. D'accord? Donc on recherche les protéines. On recherche également au niveau, donc la micro, elle n'est pas recherchée au niveau, il y a des bandelettes qui sont spécifiques pour la microalbuminurie. On recherche également la présence des massifs, c'est-à-dire la présence de sang qui témoigne la présence de sang dans les urines. Je passe directement, chimie des urines. Alors on recherche les protéines, la microalbuminurie. On peut chercher également du glucose, la présence du glucose. Donc là aussi, normalement, il y a absence de glucose dans les urines, ça ne passe pas.
présence du sang. On peut aussi calculer donc le pH pour dire, parce que les urines peuvent être acides ou bien alcalines. On peut aussi doser des électrodes et des électrolytes et on peut doser la créatinine et l'urine. Pardon, on passe directement. Donc, quand on recueille les urines, bien sûr, il faut toujours, ça je l'ai déjà dit, c'est-à-dire l'aspect des urines. Normalement, les urines sont de couleur d'un jaune clair. Elles sont claires, elles sont limpides, elles sont transparentes. Maintenant, si elles sont, donc j'ai dit troubles, c'est-à-dire qu'elles sont plus transparentes, ça témoigne de la présence de cellules altérées, donc qui sont des leucocytes, et ça témoigne généralement d'une infection, bien de bactéries, présence de bactéries. Donc les urines devraient être claires, voire, vous avez un aspect des urines claires, elles peuvent être foncées, qui veut dire qu'on a des urines qui sont concentrées, ou bien très très foncées, donc celle que le tube que vous voyez au milieu donc, témoigne de la présence de sang dans les urines, ou bien des urines purulentes, ou bien carrément chileuses. Alors on passe directement. Donc la chimie, c'est ça, la chimie des urines. Donc j'ai dit qu'on pouvait la faire directement. Donc au lit du malade, on va lui donner un haricot dans lequel il va uriner. Et qu'est-ce qu'on va faire? Justement, on dispose de bandelettes sur ces bandelettes, il y a des réactifs. Donc, on va plonger une bandelette dans les urines, on la plonge. Donc, il faut bien sûr les goûter, ensuite la tamponner. Il ne faut pas que les urines coulent quand vous prenez cette bandelette, et vous allez la maintenir horizontale. Pourquoi il ne faut pas la maintenir de façon verticale? Voilà, pour justement qu'il n'y ait pas un mélange de réactifs. La tenir donc de façon horizontale pendant 1 minute. Donc la lecture se fait donc après au bout d'1 minute. Et bien sûr, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre cette bandelette et on va la comparer à une série. Vous voyez un petit peu ce qu'il y a sur la boîte. Vous avez donc là c'est le témoin, c'est le patient, là le témoin. Témoin, c'est-à-dire l'origine de la bandelette, elle était comme ça. Quand on l'a plongée là, donc elle peut varier, ça dépend ce qu'il y a dans les urines, et on va la comparer justement à ces résultats. Et là, on peut voir par exemple s'il y a un virement. Je prends là, c'est un exemple. Hein. J'aurais pu vous ramener une boîte, et peut-être vous en avez déjà vu au cours de votre stage. Ça vire un petit peu vers le rouge qui témoigne de la présence du glucose dans les urines. Et bien sûr, plus la couleur est foncée, plus ça veut dire qu'il y a de glucose. Donc, une couleur qui est modérée. Donc, quand vous comparez, elle vous dira qu'il y a une croix de glucose, ou bien 2 ou 3. Et la même chose pour les protéines. Il y a un vissement de couleur. Je ne sais plus laquelle, peut-être que c'est celle-là. Et là aussi, bien sûr, plus la couleur est foncée, et plus ça témoigne qu'il y a des protéines dans les urines. Et donc, quand vous comparez la bandelette, vous la mettez donc parallèlement donc avec ces couleurs, vous avez, c'est-à-dire elle va vous donner une idée qui est qualitative uniquement, c'est-à-dire une croix, 2 croix, on ne sait pas exactement, est-ce que c'est important, pas très important. Donc, le glucose, des protéines, du sang, s'il y a la présence de nitrites, de leucocytes, etc. Voilà, ça c'est ce qui concerne la chimie. La chimie des urines. Alors, nous allons commencer par la protéinurie. C'est très important, la recherche des protéines dans les urines. Alors, environ 35 grammes de protéines par 24 heures qui sont filtrées par le rein. Et les urines définitives contiennent moins de 20 mg par 24 heures. Pourquoi? Parce que vous savez qu'au niveau de la membrane glomérulaire, celle qui sert de filtre, si vous voulez, les protéines, surtout l'albumine, ce sont de grosses molécules. Donc il n'y a pas passage, elles ne sont pas filtrées, ce sont juste des petites, disons, molécules de protéines qui peuvent éventuellement passer. Et il y en a celles qui sont réabsorbées. Sinon, à la fin, on a une quantité vraiment très très minime qui est inférieure à 20 mg par 24 heures. Bien sûr, quand il faut faire le dosage quantitatif des urines, il faut le faire sur les urines dès 24 heures. Alors,
le test qualitatif à la bandelette, donc je viens un petit peu de l'expliquer. Et bien sûr, il faut, c'est-à-dire on planche la bandelette. Si on voit on a des croix de protéines, s'il y a la présence de protéines, bien sûr, il faut quantifier cette protéinurie. Il faut savoir quelle est. Donc, il faut la doser. Donc, il faut passer au test. Quantitatif, donc au laboratoire, sur les urines des 24 heures. D'accord? Pour la bandelette, ce qui est qualitatif, juste, donc sur un échantillon, des urines instantanées, c'est-à-dire donc on demande aux malades d'uriner et on fait donc le test. Par contre, pour le test quantitatif, donc c'est les urines, sur les urines des 24 heures. Oui, je vous écoute. Donc on trouve des protéines ou des acides aminés? C'est des protéines, je vais vous dire. On va développer. Non, c'est des protéines, c'est des chaînes de protéines, c'est de l'albumine, c'est des immunoglobulines, etc. C'est pas des acides aminés. Donc, lorsqu'on a dit qu'il y a une filtration des protéines, à peu près, c'est pas dans les urines, qu'on ne trouve pas dans les urines, c'est-à-dire seulement une filtration. Mais on a dit que les protéines ne se filtrent pas. Oui, ne se filtrent pas, justement. Ce sont des immunoglobulines, des petites protéines qui peuvent passer, c'est-à-dire à l'état physiologique. L'albumine ne passe pas, parce que c'est la plus grosse, c'est la plus grosse protéine. Il y a une multitude de protéines. Généralement, c'est les immunoglobulines. Ils sont toutes petites qui peuvent donc traverser cette barrière. Sinon, non, ça ne traverse pas. Mais nous allons voir un petit peu plus de détails. Donc, au test qualitatif, normalement, c'est négatif. C'est négatif. Dès qu'il y a une croix, c'est pathologique. Alors, au test quantitatif, donc le résultat, j'ai dit qu'il était inférieur à 20 mg par 24 heures. Et qu'est-ce qu'on fait justement quand on dose les protéines sur les 24 heures et qu'on a une protéinurie qui est positive? Là, il faut faire une électrophorèse des protéines pour faire la part des choses. Si vous faites l'électrophorèse des protéines, on a commencé par ce qui est normal. Parce que ce qui est normal, c'est-à-dire physiologiquement, normalement, il n'y a pas de protéines. Mais il reste à dire, on peut dire qu'il y a une petite quantité de protéines qui peuvent être présentes de façon physiologique, sans qu'il y ait une maladie au niveau du rein. Alors, au test qualitatif, elle est négative. Sur les 24 heures, elle est inférieure à 20. Donc, jusqu'à 20, on peut dire que c'est normal. Chez n'importe quelle personne chez qui on pratique une protéinurie des 24 heures et on trouvera donc soit 0, soit une petite quantité qui est inférieure à 20, ça on dit que c'est physiologique. On fait l'électrophorèse toujours dans le physiologique, dans le normal. L'électrophorèse, 30%, c'est-à-dire une petite quantité d'albumine, 30%, et globulines, surtout les globulines, 70%. Jusqu'à là, c'est normal. Alors, protéinurie pathologique, deuxième situation. Parce que quand on fait la recherche de protéines, donc on peut retrouver donc, à l'état normal, physiologique, une protéinurie qui est inférieure à 20 mg par 24 heures. Maintenant, au-delà de 30 mg par 24 heures, ça devient pathologique. Et on va voir une troisième situation pour de laquelle on va retrouver des protéines. Mais c'est des protéines qui sont anormales, qui ne devraient pas être du tout, si vous voulez, fabriquées par le corps. D'accord? Donc, protéinurie pathologique. Et là, on va diviser selon la quantité, si vous voulez, des protéines. Entre 20 et 300 mg. Entre 20 et 300 mg par 24 heures, on parle de micro-albuminurie. Entre 300 et 3 grammes par 24 heures, on est là dans un syndrome néphrétique. Donc là, c'est beaucoup plus important. Donc là, c'est juste un exemple. J'ai un glomérulonéphrite aiguë. C'est-à-dire si vous avez une protéinurie entre 300 et 3 grammes, donc vous pouvez déjà suspecter une GN, vous êtes devant une glomérulonéphrite aiguë. Et au-delà de 3 grammes, c'est un syndrome néphrotique. Donc, c'est des définitions. Plus de 3 grammes de protéines au niveau des urines par 24 heures, c'est un syndrome néphrotique. Entre 300 et 3 grammes, c'est un syndrome néphrétique. Et entre 30 et 300, c'est une microalbuminurie. Et inférieur à 20, c'est normal. Donc, vous avez retenu le néphrétique. Là, je crois que c'est clair. Alors, toujours dans la protéinurie, quand on a une protéinurie inférieure à 3 grammes par 24 heures.
c'est-à-dire dans le syndrome néphrétique. Dans le syndrome néphrétique, alors il est important de préciser si la protéinurie est d'origine glomérulaire ou tubulaire. Tubulaire, donc c'est juste le tubule proximal ou bien contourné, maximum distal, pas les gros. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Une électrophorèse des protéines. On va pratiquer. Donc, vous avez une protéinurie. Il faut toujours faire l'électrophorèse, préciser la nature de ces protéines qui sont éliminées au niveau des urines. Alors, on fait une électrophorèse des protéines. Si vous avez 80% d'albumine, là, vous dites que la protéinurie est d'origine glomérulaire. Là, c'est-à-dire ça nous permet de préciser ou bien de localiser le trouble, la maladie. Si vous avez 80% d'albumine, donc vous dites cette protéine, ou bien cette protéinurie est d'origine glomérulaire. Donc, il faut chercher la maladie au niveau du glomérule. Il y a un problème au niveau des glomérulus. Si elle est inférieure, toujours l'albumine, hein, si vous avez un taux d'albumine inférieur à 80%, donc là, toujours glomérulaire, mais non sélective. La première sélective, la deuxième non sélective. Et si vous avez un taux d'albumine très très bas, inférieur à 25%, on dit, donc elle est d'origine tubulaire. Là, vous avez un récapitulatif, et je crois que ça va donc vous éclaircir un peu plus les idées. Donc, protéinurie inférieure à 3 grammes, qu'est-ce qu'on fait? L'électrophorèse. Les protéines, l'électrophorèse, elle va nous dire quel type de protéines? La part de l'albumine et le reste des protéines, généralement, qui sont des immunoglobulines. Alors, on reste, fixez-vous sur le chiffre 80. Si le taux d'albumine, j'ai bien mis albumine, donc si vous avez un taux d'albumine supérieur à 80%, c'est une protéinurie glomérulaire qui est sélective. Inférieure à 80, c'est-à-dire c'est surtout de l'albumine. Si c'est inférieur à 80, donc elle est toujours glomérulaire, mais ce n'est pas sélective. C'est-à-dire cette perte de protéines, quand je dis c'est pas sélectif, c'est pas uniquement de l'albumine. Quand vous avez un taux qui est inférieur à 25%, donc là, ce n'est pas les glomérules qui sont concernés, c'est-à-dire cette perte n'est pas due à un problème au niveau des glomérules, mais surtout au niveau du tubule. C'est une protéinurie tubulaire. Donc, quand vous allez faire par la suite les syndromes, on vous expliquera avec beaucoup plus de détails. Une protéinurie donc inférieure à 3 grammes, dont 25%, bien moins, c'est de l'albumine, c'est une tubulopathie, c'est un syndrome tubulo-interstitiel. Parce que vous allez voir que dans les syndromes, vous avez les syndromes glomérulaires, tubulaires ou tubulo-interstitiels. Donc déjà, vous avez la protéinurie qui vous oriente selon, bien sûr, déjà le taux de protéines, supérieur ou inférieur à 3 grammes, et selon la sélectivité, 80% d'albumine ou moins, ou bien carrément inférieur à 25%. Donc avant que je n'avance, est-ce que vous avez des questions à poser? Est-ce que c'est clair pour vous? Est-ce que tout ça est clair? Alors, protéinurie maintenant anormale. Protéinurie anormale, ce sont des protéines qui sont en rapport avec la présence d'une immunoglobuline anormale dans les urines. J'avais dit que c'est une immunoglobuline qui ne devrait pas être du tout produite, si vous voulez, par l'organisme. On donne un exemple d'une protéine thermolabile, ça veut dire température, voilà, c'est une protéine qui est sensible à la température, ce qu'on appelle la protéine de Bence-Jones, parce que c'est la plus fréquente, c'est pratiquement la seule, je dirais, protéine anormale, pas la seule, mais la plus fréquente des protéines anormales, qu'on peut retrouver dans les urines, c'est-à-dire qu'on peut retrouver, à ce moment-là, il faut la demander. C'est-à-dire, ça ne se fait pas systématiquement, ce qu'on appelle la protéine de Bence-Jones, qu'on voit dans une maladie particulière qu'on appelle le myélome. C'est la maladie de Kaller. Kaller, myélome, protéine thermolabile de Bence-Jones. C'est une protéine, on a dit thermolabile, donc qui précipite à 56 degrés, c'est-à-dire quand on chauffe les urines, elle va précipiter. Donc on peut la voir, mais qui se dissout au-delà de 56 degrés. Alors j'explique un petit peu le myélome. On peut dire grossièrement que c'est un cancer du sang. Donc vous avez au niveau de la moelle osseuse bien sûr, la moelle osseuse, vous avez des cellules qu'on appelle des
voilà, qui commence un petit peu à produire une immunoglobuline de façon, je dirais, exagérée et anarchique. Et ça dépendait là aussi des immunoglobulines. Il y a des types, des IgM, des IgG. Et là, ça nous permet de définir le type de lien entre IgM et IgM. Donc, cette protéine se plasmocyte donc peut produire, ça dépend donc de la nature du mélange, n'importe quelle immunoglobuline. Et c'est une immunoglobuline dans la structure, si vous voulez, elle est anormale. Elle ne correspond pas à une immunoglobuline normale. Et donc c'est pour ça qu'on vous parle d'une protéinurie anormale. C'est-à-dire qu'elle est pathologique. C'est pas comme tout à l'heure. L'albumine, c'est quelque chose, c'est une protéine qui est normale. Normalement présente dans l'organisme. Et les immunoglobulines dont on parlait tout à l'heure, ce sont des immunoglobulines normales, qui sont produites normalement dans l'organisme. Et vous savez, le rôle des immunoglobulines, c'est un rôle de défense dans l'organisme. Là, c'est une protéine qui est anormale. Donc, pour récapituler, résumer ce qu'on vient de voir, pour les protéines, donc, soit une protéinurie qui est physiologique, généralement inférieure à 20 mg per heure, une protéinurie pathologique, donc c'est au-delà de 30, et ensuite, ça dépend de la quantité, on peut parler de telle ou telle pathologie, telle ou telle protéine si on veut, entre 30 et 300, on est dans la microalbuminurie, entre 300 et 3 grammes, on est dans le syndrome néphrétique, et au-delà de 3 grammes, vous êtes dans le syndrome néphrotique. Très bien. Et dans le néphrétique, on fait l'électrophorèse qui va nous permettre de différencier. Donc, si 80% donc, de protéines, c'est de l'albumine, donc vous êtes, voilà, l'origine est glomérulaire et sélective. Inférieur à 80%, c'est toujours glomérulaire mais non sélective. Et comme il y a, voilà, à 25%, voilà. Très bien. On revient à cette microalbuminurie. On parle de micro, donc on l'a déjà défini, on les évoque maintenant, entre 30 et 300 par de micro. C'est un marqueur. Là, c'est un marqueur, c'est-à-dire quand le malade, donc on retrouve dans ses urines cette microalbuminurie, c'est-à-dire des protéines entre 30 et 300, ça marque quelque chose, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'elle marque? Une néphropathie diabétique et ou une atteinte coronaire. Généralement, cette microalbuminurie, elle est recherchée chez le diabétique. On la recherche, donc surtout dans le diabète type 2, donc déjà la découverte du diabète, ou bien sûr chez le type A après quelques années. Et ça témoigne d'une complication, c'est-à-dire si le malade commence à faire une microalbuminurie, c'est-à-dire si on retrouve, ça veut dire que c'est un diabète qui commence à développer des complications. Un diabétique qui commence à développer des complications, c'est-à-dire qu'on est déjà devant une néphropathie diabétique, une atteinte du rein dans le diabète, c'est la néphropathie diabétique, et elle témoigne aussi d'une seconde chose, qui est une maladie coronaire. Il y a une atteinte coronaire. Oui. Là, c'est dans les mécanismes un petit peu, je dirais, très particuliers des artères et tout ça. S'il y a, c'est-à-dire un malade qui a une microalbuminurie, vous pensez à une atteinte coronaire, c'est-à-dire même s'il ne se plaint pas de précordialgie et même s'il a un électrocardiogramme qui est normal, témoigne quand même qu'il y a une atteinte coronaire. Pourquoi on vous l'a certainement dit en cardio, le diabétique fait ce qu'on appelle, ils font des IDM silencieux. D'accord? C'est pas parce qu'il n'a pas de douleur qu'il n'a pas une atteinte des coronaires. Et qu'est-ce qu'il faut faire justement? On recherche cette microalbuminurie. Si elle est présente, attention, surtout à l'atteinte coronaire. Vous savez que les infarctus du myocarde, il peut être fatal. Le malade peut mourir, surtout diabétique. En fait, il meurt de ça, de son infarctus. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, même s'il n'y a pas de douleur, il faut commencer les explorations des coronaires. Bien sûr, il faut commencer bien sûr par un électrocardiogramme, c'est l'examen le plus simple et le standard. Et ensuite, on passera à l'épreuve d'effort. On vous a parlé de l'épreuve d'effort. Peut-être éventuellement une CNT, une coronaro. Tout ça pour voir. C'est-à-dire, quand on met ça en évidence cette atteinte coronaire, il faut traiter en place généralement. Donc, des stents, mettre des traitements médicaux ou autre chose. C'est-à-dire, il faut traiter. C'est bon pour toi, ça permet, si vous voulez, de dépister, faire un dépistage
Donc il faut traiter avant qu'il y ait un accident. D'accord? On traitera bien avant. Et néphropathie diabétique, là bien sûr il y a des traitements pour ça. Il y a des traitements, bien sûr, pour le meilleur traitement chez le diabétique, d'abord c'est l'équilibre de son diabète. C'est ça le meilleur traitement. Et bien sûr, on mettra autre chose pour traiter. Donc, on a commencé par la protéinurie, je pense que vous avez compris. La protéinurie micro ou bien protéinurie qui rentre dans le cadre d'un syndrome néphrétique ou néphrotique ou d'une protéinurie qui est anormale, telle que la protéine de baisse gens qu'on voit dans une maladie bien particulière, la maladie de Calais ou le myélome. Oui? L'athérosclérose. Ah, pardon. Oui. Par quel mécanisme doit toucher le rein? Non, c'est pas la maladie coronaire qui touche le rein. C'est une protéine qui sera libérée au niveau des. Non, c'est pas. Là, c'est-à-dire, c'est la tête. C'est la tête. Non, c'est un peu plus. C'est pas c'est-à-dire le cœur qui va toucher le rein. C'est pas comme ça directement. Dans le diabète, il faut vous dire que c'est une maladie métabolique. C'est-à-dire qu'il y a une perturbation dans le métabolisme des glucides, etc. Il y a un problème au niveau du pancréas, de sécrétion d'insuline, ou bien au niveau surtout dans le type 2, c'est les récepteurs d'insuline, etc. Mais, par la suite, cette maladie, on peut dire que c'est une maladie générale. Générale parfois par ses complications. Parce que dans les complications du diabète, vous allez voir ça qui va toucher tout l'organisme. On dit dans le diabète, vous avez deux types de complications, la micro-angiopathie et la macro. Micro, ça veut dire qu'il touche les petites artères, les petits vaisseaux. Dans les deux types, mais beaucoup plus dans le type 1, c'est-à-dire ça commence tôt chez le type 1, mais même dans le type 2, vous avez, c'est-à-dire à la fin, vous avez toujours les mêmes complications. La micro, les petits vaisseaux donc qu'on retrouve au niveau des yeux, au niveau de la rétine, voilà, et au niveau des glomérulles, voilà, c'est ça. Et la macro, c'est les gros vaisseaux, donc généralement, c'est les artères carotides, c'est les coronaires, c'est l'aorte, etc. Maintenant, le mécanisme, je veux dire des complications, tout ça dans le diabète, c'est l'athérosclérose. Donc il y a une altération de l'endothélium vasculaire, et c'est ça, c'est-à-dire c'est dans ces mécanismes qu'il y a libération de cette microalbuminose. C'est-à-dire s'il y a une fuite, ça témoigne que les vaisseaux, c'est-à-dire là si vous pouvez dire, c'est un témoin. Donc pour la tête coronaire, c'est-à-dire que les vaisseaux sont altérés. D'accord? C'est-à-dire les gros troncs, c'est-à-dire on parle de coronaire parce que c'est le plus important, mais sinon ça témoigne qu'il y a une macroangiopathie, une atteinte artérielle, une complication. Comment se fait-il qu'il pourrait avoir une fuite protéique sans que le rein soit atteint? Si, généralement il y a une atteinte qui est rénale, c'est-à-dire si elle est présente, ça témoigne de deux choses. Voilà, je reviens un petit peu en arrière pour que vous puissiez comprendre. Néphropathie diabétique et atteinte coronaire. Non. Généralement chez le diabétique, on détecte qu'on fait c'est le diabète qui en est. Voilà, c'est le diabète qui en est responsable. Oui. اللهم انا اللي جات كتبات لي ما لقيتش انا تابعتي بصحتي. Vous allez me dire entre les deux. Oui. Non, entre les deux, c'est déjà pathologique. C'est-à-dire ce qui est normal, c'est inférieur. C'est vrai qu'on commence à définir la micro à partir de 30 et entre les deux. ماشي هي اللي بعتوه. Retenez inférieur à 20, c'est normal. Au-dessus, au-delà de 20, déjà c'est pathologique. ما يبانش اصلا. L'hématurie, c'est la présence de sang ou d'hémoglobine dans les urines. Cette hématurie peut être microscopique ou macroscopique. Macroscopique, c'est simple, parce qu'il suffit de regarder les urines et on peut voir qu'il y a du sang. Quelquefois, j'ai dit que quand il y a du sang dans les urines qui vont donner un aspect foncé des urines, vous allez dire, est-ce que c'est des urines uniquement qui sont très concentrées? Est-ce qu'il y a du sang? Peut-être qu'il y a autre chose. Hier, je vous ai dit qu'il y a des médicaments qui peuvent donner une coloration rouge des urines.
Il y a aussi des aliments et tout ça, des gens qui prennent par exemple de la betterave, on peut retrouver une coloration un petit peu rouge des urines, etc., etc. Et pour faire la part des choses, il faut plonger une bandelette. On va commencer par les bandelettes et on verra. Maintenant, si vous avez des croix de sang, donc ça témoigne, ça confirme. Quelquefois, même si vous avez des urines qui ont un aspect qui est clair, c'est-à-dire pas forcément des urines qui sont foncées, donc quand vous plongez la bandelette, ça peut vous montrer, c'est-à-dire ça peut révéler une hématurie microscopique qu'on peut voir uniquement au microscope et qu'on va vous expliquer tout à l'heure. Macroscopique, donc ce qu'on peut voir à l'œil nu, microscopique, donc ce que vous recherchez au microscope. Les déchets azotés peuvent être aussi dosés au niveau des urines. Bien sûr qu'on peut doser la créatinine urinaire, on peut doser l'urine urinaire. On dose également les électrolytes, c'est très important, le sodium, le potassium, le calcium, le phosphore et le pH. Le pH, c'est très important. Vous savez que le rein joue un rôle très important dans l'équilibre acido-basique. Donc, il joue un rôle tampon. Par exemple, je vous donne un exemple. Par exemple, pourquoi on dose les électrolytes, surtout l'ionogramme. L'ionogramme urinaire est très important. Par exemple, chez un malade, chez qui on trouve une hypokaliémie. Kaliémie, c'est le potassium, un taux de potassium qui est bas au niveau du sang. Bien sûr, la première question qu'il faut se poser, où est parti ce potassium? C'est qu'il y a une fuite du potassium quelque part. Donc, il peut être, si vous voulez, rejeté chez des personnes qui, voilà, au cours des vomissements, quand les vomissements, bien sûr, sont abondants et voilà, et répétés, donc il peut, ou bien ce potassium, il peut y avoir une perte du potassium, soit dans les urines, soit dans les fesses, dans les selles. Et pour le confirmer, bien sûr, il faut faire un ionogramme urinaire. Je dose, si je retrouve une quantité anormale de potassium, bien sûr, il y a une quantité qui est éliminée par les urines. Et si vous avez les normes, s'il y a une quantité donc anormale, ça veut dire que c'est le rein qui est en train de perdre du potassium. Donc, bien sûr qu'on dose tout ça pour vous dire l'importance. On doit faire un ionogramme urinaire, on dose le potassium, on dose le sodium, on peut doser aussi le calcium, on peut doser le phosphore, etc. Alors, le sédiment urinaire, d'accord, on a vu tout à l'heure la chimie, donc qui peut nous montrer des protéines, même le pH de la chimie à la bandelette, les protéines, le sang, l'hématurie, on peut voir des hématies, donc on peut savoir s'il y a du sang ou pas, donc une hématurie, des leucocytes, la présence de leucocytes donc, qui témoigne d'une infection, des nitrites, etc. Maintenant, on passe au sédiment. C'est lui qui va nous dire avec précision s'il y a ou pas des cellules anormales dans les urines. Quelles sont ces cellules? Généralement, c'est les globules rouges, les globules blancs et les cellules épithéliales. D'accord? Le sédiment urinaire, donc c'est un examen qui se pratique sur des urines qui sont fraîches. Généralement, 10 cc d'urine suffisent. D'accord? Les urines fraîches, 10 cc suffisent. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, on recueille les urines dans un tube, ou bien même dans un bocal ou dans un verre, et ensuite on va les mettre dans un tube. C'est un tube qui est spécial. Pourquoi? C'est un tube qu'on va d'abord placer dans une centrifugeuse pour la centrifugation. Centrifuger, ça veut dire faire tourner à une vitesse très importante. On va centrifuger à 1500 tours à la minute. Donc c'est des appareils, un appareil qui est spécial que vous pouvez passer au laboratoire de biochimie pour voir un petit peu ces appareils et comment ils fonctionnent. D'ailleurs, pour la centrifugation, pas uniquement les urines, on fait la centrifugation également du sang. Donc 1500 tours à la minute. Et cette centrifugation, qu'est-ce qu'elle va nous permettre de faire? La séparation de ce qui est liquide et ce qui sédimente généralement les cellules, le fond, ce qu'on retient. Donc le culot, ce qu'on appelle le culot, il y a un culot globulaire, ou bien ce qu'on appelle le sédiment, donc ça va se séparer. Bien sûr, on va jeter, c'est pas comme dans le sang, ça va se séparer entre le culot globulaire et le sérum, ou là le plasma, ça dépend. Là, les urines, donc on a besoin que du culot, ou bien le sédiment. Donc on va prendre, bien sûr, avec, je dirais, une pipette, quelques cellules, qu'on va étaler sur une cellule qui est spéciale. Là, ça devient un petit peu compliqué. Ce qu'on appelle la cellule de Najotte. Et nous allons voir qu'est-ce qu'une cellule de Najotte ou la cellule de Malassez. Ce sont des cellules qui sont spéciales.
avez au milieu. Et là, nous allons voir les détails. C'est une cellule qui va nous permettre de compter, de faire le compte. On a plusieurs cellules là qui permettent, mais c'est celle-là, disons la référence, la cellule de Manassé, bien de Nahshon, Manassé. Donc, je vais vous montrer les détails, mais suivez d'abord. Donc, c'est une cellule. La cellule complète mesure 1 mm3. C'est très important, parce qu'après les résultats, par exemple, le nombre de globules rouges qu'on va retrouver dans les urines vont être donnés par millimètre cube. Donc, toute la cellule, c'est 1 mm3. Donc, on va compter l'ensemble des globules rouges qu'on va retrouver sur la cellule. Vous allez voir que c'est difficile. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, c'est une cellule, donc, pour celui qui l'a inventé, il a eu ce génie de faire tout ça. Donc, cette cellule comporte 5 bandes horizontales de 5 lignes. Nous allons voir les détails. Retenez, donc il y a 5 bandes. Et dans chaque bande, il y a 5 lignes. D'accord? Vous savez, donc vous imaginez tout ça. Et elle contient également 5 lignes verticales. Mais là, dans chaque 5 bandes verticales, donc vous avez 5 bandes horizontales et 5 bandes verticales, bien sûr, qui se croisent. Hein, ça va être ça. Et dans les bandes, par contre, verticales, vous avez 6 lignes. Dans l'horizontale, vous avez par bande 5 lignes. L'horizontale, 6 lignes. Donc, je vous montre tout de suite. Comme ça, vous allez comprendre. Maintenant, vous avez compris. C'est ça, la cellule de Manassé. Voilà, c'est les 5 bandes. Là, vous avez, donc ça va donner des triangles différents. Donc là, vous avez 10 triangles. Si vous comptez, vous allez trouver. Et là, vous avez 10... pardon, j'ai dit triangle, excusez-moi, c'est rectangle. Hein. Il n'y a pas de triangle ici. Vous avez 10 rectangles. Et là, 10 rectangles. Alors, vous avez des rectangles qui ne sont pas quadrillés. Donc, vous voyez, il y a du vide. Là, vous avez des rectangles qui sont quadrillés verticalement, des rectangles qui sont quadrillés horizontalement et des rectangles qui sont subdivisés en 20 petits carreaux. Voilà. Ce sont ces rectangles qui nous intéressent et dans ces rectangles que nous allons compter le nombre de globules rouges ou bien même de globules blancs. Bien, on va donner l'exemple de globules rouges. Et ensuite, donc, sur ce carré, et par la suite, c'est un calcul, je dirais, mathématique. On va multiplier pour obtenir le résultat par millimètre cube. Bien sûr, parce que tout ça, c'est la cellule de Manassé. D'accord? On ne peut pas compter le nombre de cellules dans chaque case. On ne comptera que dans une seule case. Et pour ne pas y avoir des erreurs, par exemple, quand vous étalez, vous allez me dire peut-être qu'il n'y avait pas suffisamment de cellules ici, et c'est pour ça, donc il peut y avoir des erreurs. Qu'est-ce qu'on fait? On va compter dans les 4 coins, choisir les 4 coins, donc dans 4 rectangles, et on fera la moyenne. Ben oui, donc 4, vous allez diviser par 4. Vous allez faire la moyenne, et ensuite on multiplie. On va multiplier par tout ça, et trouver le nombre de globules. Voilà pour vous montrer. Là, c'est écrit la numération sur un rectangle, mais en fait, c'est dans un carré. Donc, les cellules, pourquoi c'est? Donc, il y a un étalement, donc on va compter ce qu'il y a à l'intérieur. D'accord? Vous allez me dire, à l'extérieur, il y a des cellules ici, on ne les compte pas, donc on va passer à compter. C'est vrai qu'on va les compter, mais pas deux fois, c'est-à-dire sur les bords. Vous avez toujours dans un petit carré, donc des côtés. Donc, juste, par exemple, vous avez des cellules qui sont sur les côtés, donc on va compter par exemple juste la cellule donc sur un côté, disons dans l'horizontale, dans la verticale, et on ne va pas compter toutes les cellules qui sont au bord du carré. Hein. On les comptera, c'est-à-dire la cellule ne sera comptée qu'une seule fois. Donc, vous voyez ici, celle-là ne sera pas comptée, par contre on va compter celle-là et pas l'autre. D'accord? Vous avez compris comment on fait un petit peu le compte? Oui, donc il y a 7. Non? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 cellules. Là, il y a 7 cellules. Voilà. Donc, vous comptez sur un seul bord. C'est-à-dire c'est le bord du carré. يجيك يدير لك شي تريونغل اي اون باسي تريونغل donc s'il y a un donc on compte une seule fois donc la même chose
Vous voyez que, voilà, donc maintenant vous avez la cellule entière, le quadrillage de la cellule. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on fait dans la cellule de Malassé? Le nombre de cellules totales, on revient une petite façon. Voilà, alors comment on compte? Vous allez suivre. On compte les hématies dans les 4 rectangles qui sont composés de 20 petits carreaux. Ça, je l'ai dit. Vous avez compris. Situés aux 4 coins du quadrillage. Je reviens les 4 coins. Voilà, vous voyez ce qui est un petit peu foncé. D'accord. Alors, dans les 4 coins, situés dans les 4 coins, donc supposons que c'est le nombre n. Le nombre n. Et on fait la moyenne des 4 valeurs. Donc n égale n sur 4. Donc on continue. Un rectangle, c'est comme ça, c'est-à-dire la partie du rectangle, c'est-à-dire que vous donnez, parce que finalement, le rectangle il est un peu creusé, c'est un volume en fait. Donc il fait 1 sur 100 mm3, et si je convertis par exemple à cm3, enfin on peut laisser en mm3, 1 sur 100, et on peut l'écrire autrement, c'est 0,01. C'est ça, 1 sur 100, c'est 0,01. D'accord? Vous êtes d'accord, hein? 10 sur 100 cm. Ah, pardon, je pense que je n'ai pas encore suivi. Non, tout ça c'est pour vous expliquer un peu là, c'est pour pouvoir voler au contrôle des Alors, voilà. Et le résultat final, on a 3 résultats. On a compté au niveau de 4 rectangles, c'est la moyenne, tout en sachant qu'un rectangle, donc le volume du rectangle c'est 0,01 mm3, et le résultat final c'est le 1. C'est le 1, donc c'est le 1 sur 4, multiplié par 100, c'est le volume. Et le 200, c'est le nombre de rectangles. C'est le nombre total. Est-ce que vous avez compris? Oui. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris dans ces chiffres? Oui. Les cellules, c'est représenté par N. N ou la N? 100, c'est le volume. On a qu'un seul rectangle. C'est transféré. Oui, c'est transféré. Non. 200, c'est le nombre total. Je vais revenir parce que tout à l'heure, vous n'avez pas compté. Peut-être, voilà. Vous allez compter combien de triangles vous avez ici? Pardon, exemple. 200. Alors, vous allez compter tout. 10 et 10. 10 fois 10. 100. Et puisque nous avons Et 20 compté sur un seul. 20 fois 100. Chaque rectangle contient 20 carrés. Et 20 fois 10. 200. 20 fois 10. 10 Le total, c'est combien? C'est 100. 200. Et dans chaque rectangle, il y a 20 petits carreaux. Donc, multiplié. Et 20 fois 100. 20 fois 10. 10, c'est parce que هكا. ها 200. على هي قالوا هيك. زدت راحت لي. زدت هربت لي. Et là, ça nous donnera le nombre de cellules. Là, c'est juste pour vous expliquer un petit peu la technique. غير ما درتيش خلاص لا تكنيك. On ne va pas vous demander, ça c'est des techniciens qui sont spécialisés. Tout en sachant qu'elle vous dit تبني لي ما فدير التجارب. On arrive généralement au résultat. Alors, je continue s'il vous plaît. Cet examen n'a pas d'intérêt en cas de pyurie, bien sûr, et d'hématurie. C'est-à-dire lorsque l'hématurie est macroscopique, c'est pas la peine, on n'a pas besoin de faire un sédiment épinaire. Lorsque vous avez également une pyurie, ça pose un petit peu les résultats et on ne peut pas, ça n'a pas d'intérêt. Le résultat est donné par millimètre cube, donc je vous demande de retenir les chiffres que je vais donner, c'est très important. Donc les résultats sont donnés par millimètre cube ou par minute.
On peut aussi donner des résultats par minute, c'est-à-dire selon le débit urinaire par minute. C'est-à-dire c'est les calculs qu'on fait. Dans ce dernier cas, c'est-à-dire en cas où les chiffres ou bien où les résultats vous sont donnés en minutes, alors dans ce dernier cas, la mesure du débit urinaire est indispensable. C'est-à-dire ils vous donneront le débit urinaire. Donc résultat, écoutez, c'est très important. Là, il y aura des questions sur ça. Ce qui est très important, c'est ce qui est important. On va commencer par les hématies. Normalement, c'est inférieur à 3 hématies, à 3 globules rouges par millimètre cube. D'accord? Ce qui est une situation physiologique normale, inférieure à 3 globules rouges par millimètre cube, c'est bon. Ou bien par minute. J'avais dit qu'on pouvait aussi donner le résultat par débit, par minute, donc inférieur à 2000 globules rouges par minute. Anormal, supérieur à 5000 globules rouges par minute, on parle d'hématurie microscopique, et au-delà de 300, c'est une hématurie macroscopique. Là, déjà, macroscopique, on sait que c'est une hématurie. J'avais dit que une fois pour confirmer, les leucocytes anormales, c'est supérieur à 5000 globules blancs par minute. Ça pose ce problème, parce que vous avez des intervalles inférieurs à 2000. Voilà, c'est la même question que votre camarade a posée tout à l'heure pour les protéines. Inférieur à 2000, je vous dis que c'est normal, mais on commence à parler des maturies microscopiques au-delà de 5000. Et entre les deux, est-ce que c'est normal ou pas? Non, c'est pas normal. C'est-à-dire, retenez, inférieur à 2000, c'est normal. Tout chiffre au-delà, c'est déjà pathologique. Mais on parle d'hématurie, là, c'est ce qu'il y a dans la littérature. Au-delà, voilà, c'est une bonne question. C'est une question qui peut être éventuellement posée. On vous donnera un sédiment urinaire, par exemple, à interpréter, ou là, pas forcément. On dit sur un malade qui a un sédiment urinaire, où on trouve des hématies à 3000 globules rouges par minute. Est-ce que c'est une hématurie ou pas? Microscopique. Alors, au-delà de 2000, c'est une cellules épithéliales, leur présence est généralement quand il y a des cellules, là aussi c'est très important ce qu'on va dire pour les cellules épithéliales. Pour les cellules épithéliales, leur présence est en rapport avec une lésion urétrale épithéliale, c'est-à-dire de l'épithélium du tubule. Donc, quand il y a une altération, ces cellules vont se détacher. Il y a une altération de l'épithélium urétral, donc des cellules qui se détachent et qui vont se retrouver, qu'on va retrouver au niveau des urines. Donc, et cinquièmement, les cylindres. Est-ce que vous êtes en train de suivre dans le sédiment? Toujours dans les sédiments, j'avais dit dans le sédiment, il nous permet de retrouver des cellules et de compter ces cellules, ou bien voir la nature de ces cellules. On peut voir des hématies, d'accord? Vous avez vu les globules blancs et les cellules épithéliales. Donc on peut voir aussi des cylindres. Et là aussi l'interprétation des cylindres, elle est très importante. C'est-à-dire que c'est un signe qui vous oriente. D'orientation très importante. Physiologiquement, il existe des cylindres, ce qu'on appelle des cylindres galanes. Qu'est-ce que des cylindres? C'est une protéine qui est, si vous voulez, sécrétée ou bien fabriquée au niveau du tube contourné distal et du tube collecteur essentiellement. C'est une protéine qui se trouve à ce niveau, physiologiquement, qu'on appelle la protéine de Tabb-Horsfall. C'est son nom. Physiologique, et on ne connaît pas son rôle actuellement. À quoi elle sert cette protéine? Vraiment, à quoi elle sert? Alors, quand il y a des hématies dans les urines, c'est-à-dire qui sont, on peut dire, libérées dans les urines à partir des glomérules, et qui vont passer dans le tubule, une fois qu'ils arrivent au niveau du tube tubule distal du tube collecteur, elles vont être piégées justement par ces protéines et former ce qu'on appelle les cylindres hématiques. D'accord? Donc
cylindres hématiques traduisent une lésion glomérulaire. Généralement, quand il y a du sang dans les urines, c'est une lésion glomérulaire. Hein. Voilà. Si vous avez des cylindres leucocytaires, quand il y a des leucocytes, généralement, ils sont en rapport, voilà, la présence de leucocytes dans les urines, soit à la bandelette, soit au sédiment. Là, quand vous avez des cylindres leucocytaires, donc ça traduit une infection, très bien. Et on peut avoir des cylindres granuleux. Là, c'est des cellules épithéliales, c'est des cellules donc, qui se détachent dues à une lésion tubulaire, qui vont toujours être piégées par ces protéines et former ce qu'on appelle des cylindres granuleux. Et ça témoigne si dans un sédiment, vous demandez un sédiment urinaire et qu'on vous réponde qu'il y a des cylindres granuleux, il faut penser à une lésion, voilà, tubulaire. Et vous allez revoir tout ça quand vous allez faire les syndromes. Dans les syndromes tubulaires ou tubulo-interstitiels, on vous dira que dans le sédiment urinaire, vous avez des cylindres granuleux. Vous comprenez qu'est-ce que des cylindres granuleux? On peut avoir des cylindres cireux, c'est-à-dire forme de cire, là c'est vraiment très particulier, qui traduisent une lésion avancée du rein ou bien un rejet de greffe. Là, alors, c'est pour vous montrer un petit peu la formation de ces cylindres. Donc, vous avez le glomérule. Quand il y a une lésion au niveau du glomérule, donc ça va libérer des hématites, il y a des globules rouges, donc ils vont passer. Je vais vous montrer le deuxième schéma. Là, c'est déjà, vous avez les globules rouges qui sont déjà piégés dans la protéine. Là, c'est dans la nécrose tubulaire. Les cellules, voilà. L'épithélium qui est altéré, donc vous avez des cellules épithéliales voilà, qui se détachent et qui vont peut-être, qui vont passer à ce niveau. Donc j'avais voilà. Voilà, pour les globules rouges, je vais vous montrer, voilà, pour les globules rouges, donc ce que vous avez en jaune, c'est les cylindres et les globules rouges, et ce que vous avez retrouvé à la fin du niveau, c'est le sédiment urinaire. Donc, le sédiment, vous avez un petit peu compris l'interprétation du sédiment. Et vous allez retenir ce que je vous ai demandé, ce qu'il faut retenir, c'est-à-dire le plus important. Donc, on peut aussi doser au niveau des urines, là, j'avais dit des cristaux, dont la signification, donc, qui n'ont pas une grande signification pathologique, mais on peut le faire, l'oxalate de calcium, l'urate, c'est-à-dire c'est les cristaux d'acide urique ou bien le phosphate. Et enfin, donc après la chimie des urines, le sédiment urinaire, on arrive à l'examen cytobactériologique des urines. Alors, pour le prélèvement est très important, parce que là, on est en bactériologie, il ne faut pas que les urines soient contaminées, ni au moment du prélèvement, ni au laboratoire, sinon ça va fausser les résultats. Alors, d'abord, quand vous demandez un examen cytobactériologique, il faut bien expliquer au patient qu'il doit faire une toilette génitale avant de faire le prélèvement urinaire. Il faut toujours prélever sur les urines du matin, bien sûr dans un tube spécial. Ce sont des tubes, c'est des écouvillons, qui sont stériles. Le prélèvement par sonde vésicale est déconseillé, c'est pas contre-indiqué, déconseillé, parce que généralement les sondes sont, c'est déjà, voilà, milieu de culture très important, bactérien très important. Généralement, elles sont contaminées, elles peuvent donner de faux résultats. Mais si on les contraint, elles ont qu'à le faire, on peut le faire quand même. Au niveau, quand on fait un examen cytobactériologique, au niveau de la bactério, ils peuvent vous faire déjà l'examen direct, microscope direct, et vous donner un petit peu, l'examen direct, c'est l'examen de grain, coloration de grains. Vous avez fait aux bactériologies. Donc déjà l'aspect, oxygramme, plus gramme, moins, les bacilles, etc., ça va vous orienter. Sinon, c'est carrément la culture, on fait la culture. Là, c'est les écouvillons qu'on utilise pour l'examen cytobactériologique des urines. Et enfin, on arrive donc aux examens biologiques sanguins. On a fini avec les examens au niveau des urines. Donc vous avez retenu, au niveau des urines, qu'est-ce qu'on fait? Une chimie des urines, le sédiment urinaire et l'examen cytobactériologique. Et on peut doser, j'avais dit, les cristaux. On peut aussi doser les cristaux, d'accord, au niveau des urines.
Alors, l'examen sanguin. Quels sont les examens importants qui peuvent nous, si vous voulez, donner une idée sur la fonction rénale? On doit faire le dosage de l'urée sanguine, bien sûr, c'est pas l'urée urinaire. La créatinine sanguine, on dose également l'hologramme, c'est très important, surtout dans l'insuffisance rénale aiguë chronique, on peut avoir un taux de potassium élevé. On peut doser le calcium, le phosphore. On peut également aussi c'est-à-dire apprécier la fonction rénale, on peut faire la gazométrie. La formule, très important, l'hémoglobine, donc à la recherche d'une anémie, taux de plaquettes, on verra par la suite pourquoi, ce sont les 3 lignées, donc il faut bien chercher les globules blancs. Si vous avez un taux de globules blancs qui est élevé, qui témoigne de quoi? Généralement une infection. La première des choses avant de penser à autre chose. Pour l'hémoglobine, donc à la recherche d'une anémie, il faut savoir quand on a une insuffisance rénale, surtout chronique, donc le malade développe une anémie. Pourquoi? L'érythropoïétine. L'érythropoïétine, parce que le rein est également considéré comme une c'est pour ça qu'on demande la formule aussi. On dose le taux de protéines totaux d'albuline, surtout quand on a un syndrome néphrotique, quand il y a une perte, une fuite rénale de protéines. Bien sûr qu'il faut doser aussi les protéines au niveau du sang, et vous allez voir, il va y avoir une diminution du taux de protéines. On fait également la glycémie, bien sûr, si vous avez une glucosurie, si vous retrouvez du glucose dans les urines, automatiquement il faut faire une glycémie. L'acide urique aussi, on peut le doser. Donc pour vous montrer les différentes choses. Maintenant, pour apprécier la fonction rénale, c'est-à-dire la capacité de filtration du rein, parce que la fonction principale du rein, c'est la filtration, c'est la filtration glomérulaire, c'est ça en fait. Maintenant, si le rein fonctionne normalement, si on n'est pas, quand est-ce qu'il faut parler d'insuffisance rénale, quelle que soit une insuffisance rénale, donc, bien sûr qu'on dose l'urée, la créatinine, mais ça ne suffit pas. Donc, il faut faire ce qu'on appelle, il y a des calculs à faire, clearance de la créatinine. Clearance, c'est un mot bien sûr français, mais qui vient d'un mot anglais, clear. To clear, ça veut dire nettoyer. Donc, la capacité du rein à nettoyer un petit peu. C'est ça. Donc, de la créatinine, pourquoi on a choisi la créatinine et pas une autre substance? On peut dire, pardon. Non, parce qu'on peut dire. C'est pas par exemple comme l'urée qui est influencé par exemple par l'alimentation, ça peut changer de protéines, dégrader la dégradation totale à l'utilisation et avoir قدرتش نشوف خلاص نعرفوا كيمدوا الكور هيك بعد مزيت ما درت واش Qu'est-ce qu'on fait la clearance de la créatinine? UV sur P, qu'est-ce que je veux? Plus représente. Voilà. La درت غير على داك الساعه مالاتي ديكال donc il a été remarqué, c'est-à-dire si on utilise cette formule, donc on passe à côté d'une certaine insuffisance, c'est-à-dire que ça n'apprécie pas correctement la fonction rénale. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres facteurs qui influencent. Vous avez déjà le sexe, vous avez l'âge et le poids. D'accord? حكا هي تضرب مليحه donc cette première formule ne peut pas refléter correctement la fonction rénale. ما حضرتوش لازم نسمع et bien sûr du poids. عندما حلقه تاع العمليه عندها La masse musculaire, شو اسمها la masse totale. Donc c'est pour ça qu'une deuxième formule a été, inventée, qu'on appelle la formule de Cochrane-Gold. C'est la formule standard, c'est la formule qui est utilisée actuellement pour apprécier la formule, la fonction rénale. Donc on n'utilise plus la première. C'est la formule de Cochrane-Gold. Selon le sexe,
Avec ça, bien sûr, on a encore remarqué qu'à partir d'un seuil, surtout le poids, quand il est très très important, donc cette formule ne reflète pas exactement la fonction, elle ne donne pas une idée sur la fonction rénale et également le sexe, raison pour laquelle une troisième, si vous voulez, formule à créer au moins ce qu'on appelle le MDRD. MDRD, Modification of the Diet in Renal Disease. Donc une autre formule, vous avez tous les paramètres. Alors, formule de Socrate et comme standard, donc il faut retenir, si vous avez des sujets qui sont âgés au-delà de 65 ans ou bien qui sont très très obèses, il faut utiliser le MDR. D'accord? Voilà, pour la première, chez les patients âgés, notamment au-delà de 65 ans, donc elle sous-estime la fonction rénale, et elle peut ainsi aboutir à faire traiter en excès ces patients et donc qui n'ont pas d'insuffisance rénale, pour vous dire que c'est la raison pour laquelle cette formule a été inventée. D'accord. La clémence normale, maintenant, on commence à parler d'insuffisance rénale lorsque vous avez une clémence inférieure à 90 millilitres par minute. Donc, entre 60, aussi retenez bien ce chiffre. C'est très simple, c'est les 30. Donc, entre 90 et 60, on parle d'insuffisance rénale débutante. Entre 30 et 60, c'est une insuffisance rénale modérée. Et inférieure à 30, donc entre 10 et 30, elle est sévère. Mais chez diabétique, déjà à 15, on peut parler entre 15 déjà à 15, on parle d'une insuffisance rénale sévère. Et enfin, une insuffisance rénale grave terminale, donc une clearance de la créatinine inférieure, c'est-à-dire au-dessous de 10 millilitres par minute. Déjà, on est au stade terminal, c'est la dialyse. Mais chez le diabétique, là aussi, retenez, à 15, on parle d'insuffisance rénale terminale. Alors, voilà, maintenant c'est les examens morphologiques, c'est très simple. Nous allons passer rapidement. Quels sont les examens à demander, bien sûr, qui vont nous aider dans notre démarche diagnostique? Bien sûr, il faut toujours commencer par la radiographie standard, la SP. Voilà, la première sans préparation. Il y a l'échographie, c'est un examen sonographique aussi très important, qui va nous permettre d'apprécier la taille des reins, s'il n'y a pas donc la différenciation, s'il n'y a pas de kiss, s'il n'y a pas, etc. Un examen encore plus performant, c'est le scanner. La tomodensitométrie, la TBM ou scanner, c'est la même chose. Maintenant, il y a encore des examens plus performants, l'IRM, l'imagerie par résonance magnétique. L'UIV, alors c'est l'urographie intraveineuse, c'est-à-dire qu'on injecte un produit de contraste, donc qui va passer dans le sang et ensuite libérer au niveau du rein. Donc quand il passera au niveau des tubules et ensuite des uretères, etc., donc ça va nous dessiner un petit peu, je dirais, les reins avec les tubes collecteurs et nous donnera une idée sur la structure anatomique du rein. Mais c'est un examen maintenant, on peut dire qu'il a perdu sa valeur du fait qu'on a maintenant des scanners qui sont très performants et on peut injecter au moment d'un scanner pour voir donc l'aspect des reins. On a un autre examen, la scintigraphie, c'est des examens isotopiques, c'est-à-dire qu'on injecte un produit qui est radioactif, c'est-à-dire qui contient un produit radioactif. Et qu'est-ce qu'il fait le rein? Il va capter, c'est-à-dire spécial rein, ce qu'on appelle le technétium 99 qui va se fixer au niveau du rein. Et là, il va nous donner aussi une fonction sur, si vous voulez, sur la fonction du rein, c'est-à-dire plus le rein quand il fixe bien, c'est-à-dire qu'il y a une bonne fonction du rein, il fixe moins, peut-être il peut nous montrer des zones qui ne fixent pas, donc qui sont non fonctionnelles. S'il y a un problème artériel, c'est l'angiographie rénale. Maintenant, on peut faire carrément de l'angio-scanner, c'est-à-dire dans le scanner, on a seulement que l'angio-scanner ou l'angio-IRM. Voilà, pour l'ASP, l'intérêt de l'ASP, déjà on peut voir l'ombre rénale et les calculs, surtout quand il y a des lithiases qui sont radio-opaques, on peut les voir. Donc, au cours d'une colique néphrétique, quand on suspecte une colique néphrétique, le premier examen à faire et qui est simple, déjà on peut faire une radio, un ASP qui peut nous montrer donc, les calculs rénaux.
Maintenant, c'est un matériel de d'endoscopie, si vous voulez, de cystoscopie, donc qui va nous permettre de voir ça, c'est surtout dans les problèmes tumoraux et faire des biopsies. Maintenant, on arrive aux examens anatomopathologiques. Donc, qu'est-ce qu'on peut biopsier finalement dans l'appareil? شفت هكا بديت نشوف فيه حتى وانا شايب Donc, بعدا في النص on تاع peut faire des biopsies au niveau de la vessie parce que c'est accessible حنا شفنا par la cystoscopie, puisqu'on vient de voir, on peut biopsier la prostate et on peut biopsier également le rein. C'est pas à travers une aiguille, une grosse aiguille. Je vais vous montrer rapidement pas toute la technique, mais comment on procède. Donc on peut enlever quelques cellules et faire une étude donc anatomopathologique d'un fragment, d'un tout petit fragment du rein, ce qu'on appelle la fonction biopsie rénale qui se fait avec une aiguille à mon rein de vide style. Alors, au préalable, là aussi c'est très important, avant de faire surtout la fonction biopsie rénale, parce que le rein quand même c'est un organe noble, et on ne tient pas à, bien sûr, c'est un geste, la fonction rénale c'est un geste qui est agressif, donc il y a des complications, et le malade peut perdre son rein, c'est-à-dire par des complications. Bien sûr, il peut faire un hématome, il peut saigner, il peut faire tout, il peut perdre. Donc, avant de faire la fonction biopsie rénale, il faut faire les tests de l'hémostase. S'assurer qu'il a un bon taux de plaquettes et un TP qui est correct. Et voilà, pour vous montrer la fonction biopsie rénale. Voilà. Et maintenant, quelles sont les contre-indications? Il y a des contre-indications de la fonction biopsie rénale. Trouble de la coagulation, voilà. L'hypertension artérielle quand elle est déséquilibrée, quand il y a un rein humide, bien sûr il faut le préserver, parce que si le malade perdra le rein qui lui restera, donc ça sera malformation rénale, notamment les malformations vasculaires, la polykystose rénale aussi contre-indique la fonction rénale, la tuberculose, aussi pour éviter la dissémination du rein, entre la dissémination de la maladie, et l'insuffisance rénale à un stade avancé, parce que ça ne